Bonsoir à tous. Donc du coup, premier talk. Le but, c'est de vous faire un retour d'expérience sur Backstage qu'on utilise depuis 2 ans et demi, 3 ans chez Back Market. Super. Donc, je me présente, je m'appelle Guillaume. Je suis Senior Engineering Manager chez Back Market depuis 2 ans et demi environ et je gère l'équipe de développeurs expérience dans la plateforme. Je vais essayer de vous présenter et de faire un tour d'horizon de qu'est-ce que c'est déjà Back Market, pourquoi on a décidé d'avoir un portail développeur, les features de ce portail développeur. Donc chez nous, il s'appelle Dev Portal. Vous allez retrouver ce nom un peu partout dans la presse. Et les challenges qu'on a eus et les leçons qu'on a appris de cette journée un peu avec le développeur portal. Ok. Un peu de contexte sur Back Market. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une marketplace qui vend des produits reconditionnés. Donc, ça va des téléphones, ordinateurs, appareils photo, consoles de jeux, un peu tout. Le but, c'est de créer une économie circulaire et de donner une seconde chance aux produits. On a été fondé en 2014 et on est présent dans pas mal de pays d'Europe, US, Japon et un peu plus. Si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de pays, je crois. Et on est environ 700 employés répartis majoritairement en Europe, un peu aux US et un peu en APAC. Concernant l'architecture de Back Market, la partie tech, historiquement, c'est des monolithes. Donc, on a un monolithe front-end et un monolithe back-end. Et un peu comme tout le monde, on s'est dit, bah, au bout d'un moment, avoir beaucoup d'ingénieurs, c'est un peu compliqué. Donc, on va passer en microservices. Donc, aujourd'hui, on est environ à 40 microservices et on a une grande application front-end découpée en sous-applications, on peut dire ça comme ça. Pourquoi du coup on fait ça exactement? Parce que bah, le monolithe c'est cool, mais c'est aussi compliqué à manager. Quand on a beaucoup de développeurs, ça fait des release trails. On ne release pas comme on veut, on intègre, enfin ça inclut pas mal de bugs et tout ça, donc pas très pratique. Au niveau de comment a grossi Back Market jusqu'à l'année dernière, parce qu'on est un peu comme toutes les boîtes, on est, on suit l'économie actuelle. On avait eu on grossissait un peu d'année en année de la même façon. On doublait notre nombre d'ingénieurs et donc du coup on doublait notre nombre d'équipes. On fonctionne selon le modèle un peu Spotify, donc avec des squads, des équipes pluridisciplinaires réparties sur des fonctionnalités précises du site. Et du coup, notre but, c'était de dire, bah, en fait, c'est cool de grandir, mais il faut quand même qu'on continue de donner l'autonomie aux équipes, de faire plus de shift left et de rendre un peu tous ces outils en mode, faut pas que la plateforme, ça soit vraiment un bottleneck pour les développeurs et pour la création de nouveaux microservices et tout ça. Et donc, du coup, l'histoire commence en 2021 avec ces questions-là. Trouvé sur Slack. Moi, je n'étais pas encore là, mais du coup, ça donne un peu ça. C'était qui s'occupe du service de shipping? Est-ce qu'on sait où elles sont les specs API de tel service, donc celui du paiement, par exemple? Est-ce qu'on sait quel service parle avec quel service? Et est-ce que, par exemple, si j'ai envie d'utiliser Erlang pour mon back-end, est-ce que j'ai le droit de le faire? Que des bonnes questions, techniquement. Mais du coup, les réponses, elles étaient un peu compliquées à trouver. Et donc, d'autres problèmes, encore mieux. Créer un service, du coup, c'était bien de dire aux équipes sortez du monolithe, mais du coup, créer un service, c'était complexe, ça demandait beaucoup d'informations, beaucoup de tâches manuelles, que ce soit dans des équipes infra pour toute la partie infrastructure, déploiement, tout ça, beaucoup dans la partie aussi un peu développeur pour tous les workflows de CI et toutes ces parties-là. Et donc, du coup, c'était compliqué, c'était clairement pas challengeant. Et les gens préféraient rester dans le monolithe, clairement. Ils étaient bien au chaud. Donc voilà. C'est là qu'on a découvert Backstage. Donc à l'époque, c'était quand même un petit projet. C'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. C'était déjà incubé, je crois, par la CNCF. Il y avait une communauté, moins grosse qu'aujourd'hui, mais quand même assez présente. Il y avait déjà pas mal de plugins aussi. Et c'était dans un langage qu'on connaissait et qu'on utilisait, donc TypeScript, qui était assez pratique et extensible pour la suite.
Les fonctionnalités qu'on avait décidé à l'époque de se focus dessus, donc qui étaient vraiment intéressantes pour nous, c'était, comme on voyait, comme on a vu un peu plus tôt, la partie software catalogue, vraiment savoir avoir une overview de tout ce qu'on possède chez Back Market. Il y a plein de gens qui arrivent, c'est super compliqué de maintenir des docs à jour et tout ça, donc il fallait qu'on ait un peu une overview de tout ce qu'on possédait. La partie software template, donc ça va être la partie création d'un nouveau microservice, de skeleton, de scaffolder, des choses comme ça qui vont nous permettre de grossir et de surtout enlever la partie, la charge sur les équipes plateformes, créer une nouvelle équipe, par exemple, des équipes qui se splitent, tout ça. TechDoc, avoir des docs techniques à un seul endroit, proche des logiciels, assez pratique, et tout plein d'autres plugins qui pouvaient nous intéresser. Voilà, exactement ce que je viens de dire. Catalog Hub, Component Bootstrap pour démarrer des nouveaux projets, Scorecard, je vous en parle un peu plus tard, qui va nous permettre aujourd'hui, après 2 ans et demi, 3 ans, de pouvoir pousser pour avoir un Golden Pass, donc avoir une cohésion entre tous les services, et des custom plugins aussi qu'on a développés pour des besoins internes, comme le Coupling Score, je vous en parle un peu après, ou les Dora Metrics. Si je commence par le premier, le catalogue, donc du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir une seule vue, en une seule vue, d'avoir un peu tous les services qu'on possède, toutes les librairies, tous les contrats d'API, les SDK, les technologies. On va pouvoir filtrer par pas mal de choses et de rechercher comme ça. Donc, on peut chercher à endpoint précis, on peut chercher un service précis, on peut chercher par technologie assez largement. Et ça marche aussi avec nos third parties, comme GitHub et CircleCI. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est une définition un peu comme un manifeste cube où on va pouvoir lui donner des informations. Donc, il y a des informations qui vont être obligatoires, il y a des informations qui vont être des annotations qui vont être un peu secondaires et optionnelles. Et ce que va faire en fait Backstage, c'est qu'il va aller récupérer tous ces fichiers YAML à la racine de chaque repository Git et il va construire un catalogue avec ça. Donc, si on regarde un exemple, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, si vous faites du cube, c'est pas très nouveau. Et donc, c'est la partie en bas qui va vraiment nous intéresser, ou c'est cette partie spec qui va nous donner, je pense que ça se zoome après. Non, alors je reste là-dessus. Qui va nous donner un peu qu'est-ce qu'on veut faire et des informations très précises, d'avoir un type obligatoire, d'avoir un owner, c'est très important, un système, donc est-ce que ça fait partie d'un ensemble, et le life cycle de ce composant. Donc là, c'est un composant qui est utilisé en production, par exemple. Et pas mal d'annotations à droite à gauche, on va voir plus tard à quoi ça peut nous servir. Une fois ingéré, ça ressemble à ça. Donc ça nous donne simplement la liste, c'est clairement notre backstage d'aujourd'hui. Ça nous donne la liste un peu de tous les services. On peut voir le tiering rapidement. Il y a pas mal de filtres sur le côté qui vont nous permettre de trouver tous les services d'une équipe, par exemple, tous ceux qui sont en prod, tous ceux qui sont tier 1 et tout ça. Donc, du coup, c'est assez pratique et on peut faire ça pour les composants, les API, pas mal de types différents. Je parlais tout à l'heure aussi, je parlais juste avant des annotations. Ça va nous permettre de nous intégrer à tout ce qui est third parties. Donc, chez nous, on utilise par exemple CircleCI, Argo CD, GitHub, Jira. Et tout ça va nous permettre de construire une vue d'ensemble et de proposer une vue assez concrète de ce service, mais par rapport à tous ces third parties. Et donc, je vais vous montrer une démo. Ça sera plus parlant. Hop. Je ne sais pas si je peux faire ça. Évidemment, ça ne va pas marcher. Okay. Ça, c'est une page de service qui est sur la page de notre search. Donc, on voit à peu près pas mal d'informations. Donc, toutes les informations que je vous disais qui étaient obligatoires, elles sont à droite. On va avoir des petits tooltips pour aider les gens à se repérer, ce qui manque, comment mieux améliorer leur page. La documentation, comme on disait. Les scorecards, j'y reviens plus tard, mais du coup, ça va être un système d'ACC selon des règles précises le service. Les Dora Metrics, je suis désolé pour l'aspect flou de la vidéo. Donc ça, c'est un composant qu'on a créé nous-mêmes. Pareil, je vous l'explique un peu plus tard, mais du coup, qui nous permet
de donner pour ce service-là, les dorm metrics, une gestion de dépendance, à quel point le service est en retard par rapport à la gestion de ses dépendances, tout ce qui est GitHub pull request, tout ce qui est check d'intégration. Donc, c'est toutes des informations qui existent déjà. Il n'y a rien de nouveau, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que si je bosse dans l'équipe qui fait le search, ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que je sais comment ça marche, je sais où je suis installé dans les clusters cubes et tout ça. Par contre, si je suis l'équipe d'à côté et j'ai besoin de savoir, est-ce que le service a bien été déployé, quelle est la dernière version déployée, est-ce qu'il y a des issues en ce moment, des choses comme ça, du coup, ça va me donner un overview par rapport à ça. Est-ce que si j'ai besoin de déclarer un incident, les relations que va avoir mon service, les API que je propose pour mon search. Donc voilà, ça donne un peu cette information où c'était possible avant enfin, tout était déjà existant, mais de l'avoir à un seul endroit, c'était assez pratique pour nous. Pardon. Hop. C'était assez pratique pour nous et surtout pour les équipes autour. Et comme on disait, comme on grossissait beaucoup, c'était quelque chose qu'on recherchait en fait, pour éviter ces ping-pong dans Slack et de perdre les informations. Hop. Une autre info qui était intéressante et donc du coup qu'on avait vu qu'on essayait de régler, c'était TechRadar. Donc TechRadar, je pense que vous connaissez, ça a été lancé par Zalando il y a pas mal d'années. Et ça nous permettait aussi quand on arrivait dans la boîte, de prendre un peu le pli et de voir qu'est-ce que je pouvais utiliser, qu'est-ce que je ne pouvais pas utiliser, le pourquoi du comment, en disant tiens, on ne va pas utiliser cette techno parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a enfin, ça n'a pas marché, parce que X ou Y raison, pardon. Et donc, du coup, en une seule vue, on pouvait avoir une vue de l'écosystème de back market par, par back-end, front-end, data et infra. La deuxième feature qui nous intéressait beaucoup, c'était la partie Bootstrap, la partie scaffolder. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous, comme je disais, créer un nouveau service, c'était manuel, c'était complètement manuel et c'était complètement error-prone parce que c'était du copier-coller, c'était de la duplication, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et surtout, en fait, les développeurs dépendaient des équipes infra et IT pour créer ça. Donc, il fallait de la bande passante, il ne fallait pas faire d'erreur. Ça demandait beaucoup d'aller-retour d'informations et donc ça prenait facile. J'ai mis quelques jours, mais je pense qu'on peut parler de semaines à un moment. Et donc, du coup, c'était pas du tout pratique. Et dans notre objectif de partir et se découper en microservices, ça marchait pas du tout. Donc, du coup, pour résoudre ça, on a utilisé la fonction scaffolder de Backstage. L'idée, c'était d'avoir vraiment un self-service où les développeurs pouvaient eux-mêmes aller remplir quelques champs. Donc, le nom de mon service, la description de mon service, le domaine, est-ce que ça appartient à un domaine plus grand que ça, qui le own, et la stack technique de quel langage je vais utiliser, quel framework, quelles capabilities. Aujourd'hui, ça fait même plus. Ça permet d'aller préparer les déploiements selon les différents clusters dans différentes régions. Ça va aller créer toutes les stacks un peu techniques. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un Redis? Est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Voilà. Le but, c'était de dire, en fait, on vous laisse la main dessus. Nous, on contrôle ce qu'on fait parce que les options qu'on vous propose, elles sont limitées. Donc, nous, on est OK avec ça. Et vous, en moins d'une heure, vous avez un service où vous pouvez commencer à coder. Et si vous êtes super fort, en 1h10, vous pouvez déployer en prod. Comment ça marche? Ça crée à peu près tout ça aujourd'hui. Donc, ça crée plusieurs repos. On fonctionne en mode GitOps. Donc, on a deux repos, un pour le code, un pour la partie déploiement et Ops. Ça va créer toute l'aspect CI/CD. Ça va créer le secret store dans Vault. Ça va créer un container registry. Ça va créer des dashboards à droite, à gauche et même bien plus encore maintenant. Je disais tous les aspects de database, de Redis, de tout ça. Donc ça, on le fait grâce à DevPortal. Comment on fait? On récupère des user inputs et on affiche en fait tout le workflow. Donc ça va créer différentes pull requests à droite à gauche pour provisionner de l'infrastructure avec Terraform. Et toute la partie code base, on a un outil en interne qui s'appelle Chassis, c'est un grand skeleton de projet qui nous permet en fait d'instancier toute la base d'un projet pour que techniquement, ils appuient sur un bouton et qu'il y ait au moins, si je prends un back-end, il y a au moins un serveur web qui réponde avec un ping derrière. Et pour tout lier entre eux, toutes ces choses-là, on utilise des actions TypeScript qu'on a définies dans Backstage qui nous permettent
plugin manquant, on va dire. Donc, ça va être créer certaines actions. Du coup, on les a écrites en TypeScript parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui était assez simple pour nous. On avait déjà la connaissance, donc ça marchait bien. Comment ça se retrouve c'est du YAML, pardon, c'est du YAML. On va avoir toute la première partie qui va être la partie input. Qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? Donc, par exemple, le service, le nom, c'est un type string. Enfin, encore une fois, rien de nouveau. Je pense que vous voyez à peu près comment ça marche. Et après, on va avoir une partie steps qui va être vraiment toutes les actions à la suite. Donc, si elles sont dans ce ordre-là, elles vont se lancer dans ce ordre-là, d'aller cloner un repo, d'aller générer des fichiers Terraform, d'aller ouvrir une PR, etc. Et donc, du coup, ça nous permet à la fin d'avoir vraiment quelque chose de complet en très peu de temps pour les devs. Donc ça, c'est un peu la version démo du champ à remplir. Mais voilà, l'utilisateur remplit le form, ça crée des PR d'infrastructure as code, ça run des Terraform un peu partout pour aller créer de la CI, des repos, des secrets, et ça génère le template du projet. Et il n'y a plus qu'à coder dedans et tout est prêt. Troisième feature, celle-là, c'est la plus récente. Et on l'a utilisée pour la première fois pour le Black Friday cette année, donc, enfin l'année dernière, il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est Scorecard? Scorecard, ça va nous permettre d'aller assesser tous les projets, vu que maintenant on a un catalogue de services. Donc on sait que par exemple, on a 40 microservices back-end. Et ben en fait, on va demander à tous ceux qui ont besoin de mettre des requirements et d'aller demander aux gens, est-ce que tu peux avoir tel niveau? Donc, par exemple, ne pas avoir de vulnérabilité, d'incidents de sécurité, d'avoir le bon nombre de pods, d'avoir pas mal de choses. Donc, ça va être différentes équipes. Les pods, ça va être par exemple l'infra qui va demander ça à tous les développeurs. On va avoir les SRE qui vont demander des choses autour des incidents ou de ne pas avoir, de pas avoir eu d'incident dans les 30 derniers jours, qui vont vouloir vérifier ça, la sécurité qui va vouloir vérifier qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Avant, en fait, c'était chaque équipe qui allait un peu voir chaque équipe de la plateforme qui allait voir chaque product squad en disant et attention, ici, tu as un trou, je vais créer un ticket Jira. Enfin, c'était un peu compliqué. Pour les producteurs, c'était surtout très compliqué parce que chacun venait les voir en mode j'ai des besoins différents et ça fait beaucoup de temps de meeting, ça fait beaucoup d'informations à processer. Donc, ce n'était pas très pratique. Et l'intérêt de Scorecard, c'est ça, c'est de dire, voilà, en fait, je te donne des checks, je te donne une liste de choses à vérifier en différents niveaux. Donc, les choses primordiales, les choses qui seraient cool d'avoir et des choses un peu nice to have à la fin. Et donc, du coup, comme ça, les développeurs n'ont plus qu'à aller dans DevPortal, vérifier ça, et c'est tout. La communication se fait async, les règles sont connues de tous, et c'est assez simple. Donc, comment ça marche? Ça marche avec des facts. Donc, les facts, c'est vraiment des choses que DevPortal va aller vérifier de temps en temps et juste récupérer l'information. Donc, ça peut être des SLO dans Datadog, ça peut être une regex dans un fichier dans le repo, ça peut être plein de choses. Et après, on va monter des checks par-dessus, donc dire, en fait, un booléen de dire est-ce que l'info que tu as comme fact, est-ce qu'elle respecte ou pas cette règle-là? Et si ça respecte, tant mieux, c'est cool. Si ça respecte pas, du coup, ça va permettre aux équipes de savoir quoi faire et quoi corriger. Ça, c'est pour la théorie. Je vais vous mettre des petits screenshots, ça sera plus pratique. Donc, du coup, si je reprends mon exemple de search, dans la page d'accueil, je vais pouvoir voir, par exemple, la scorecard sur l'aspect Python microservice. Donc, on voit qu'il est au niveau 1. Si je vais dans la tab de la scorecard, je vais voir plusieurs informations. Alors, je ne vois pas très bien, donc il faut que je me rapproche. Il va y avoir, est-ce que j'ai des problèmes de sécurité? Donc, apparemment, non. Est-ce que la partie orb, donc la partie librairie commune de CI est bien instanciée et bien au niveau que la sécu a demandé, donc à la bonne version, oui. Est-ce que j'ai bien de la CI dans mon projet? Oui. Est-ce que mes dépendances, par exemple, sont pas trop vieilles? Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que, par exemple, pour ce niveau 0, niveau 1, pardon, en fait, c'est pas mal d'équipes de la plateforme qui ont demandé ça, en fait. Et ce qui est cool, c'est que c'est au même endroit. Ça permet à l'équipe de vérifier ça d'un seul coup. Et on va voir même à plus grande échelle après. Voilà. Donc, à plus grande échelle, ça donne ça. Donc, on peut voir, par exemple, que pour la track de Python microservice, donc on l'a activé pour tous les projets qui sont des projets back-end, qui utilisent du Python. Et donc, on peut voir que
à 99%, on n'a pas d'incident de sécurité ouvert sur les projets, qu'on n'est pas très bon encore dans les dépendances, mais qu'à 72%, ils ont quand même des tests, des unit tests qui tournent en CI. Donc voilà, des choses qui étaient, encore une fois, je pense que c'est des choses qui sont possibles à faire, mais de les avoir à cet endroit-là, c'est assez pratique et ça permet à différents niveaux, donc que ce soit les équipes, les développeurs, le leadership, ils ne vont pas chercher les mêmes informations et ils ne vont pas chercher les mêmes data, mais à un seul endroit, du coup, grâce à un catalogue bien construit, avec des services bien rangés, d'avoir ce genre d'informations et de plus-value. Et donc, comme je disais, du coup, ce qui est chouette, c'est que les checks, du coup, appartiennent à des équipes. Donc, nous, en tant qu'équipe développeur expérience, notre but, c'était de proposer l'outil, mais de ne pas être responsable forcément de tous les checks. Il y en a certains qui sont à nous, évidemment, comme vérifier que le catalogue est à jour et que les gens le remplissent bien. Mais il y a des choses voilà, qui vont être à l'équipe data, à l'équipe infra. Et donc, du coup, ça permet à tout le monde de faire cet assessment au même endroit et pas chacun dans son coin. Et une autre dernière partie qui est assez pratique, c'est les campagnes. Et là, ça va être en fait un peu comme les scorecards, mais ça va avoir une deadline. Donc, ça peut être super pratique si vous avez un fixe à faire et que vous voulez vérifier que, par exemple, celui-là, on avait un bug dans DD-Trace. Et on va pouvoir voir où est-ce qu'il est installé dans tous nos projets et voir à quel point les gens sont actifs à résoudre ce problème. Et là, c'était juste un bump de version à faire techniquement et voir en fait si ça avance bien et tout ça. Donc, pour faire du project tracking, c'est aussi super intéressant parce que d'un seul coup, encore une fois, on profite d'un catalogue bien construit pour, pouvoir, pour pouvoir corriger ça. Ou avant, on aurait fait peut-être un spreadsheet, ou on aurait fait autre chose. Mais là, du coup, c'est assez confortable. Dernière partie, les plugins custom. Je vais vous parler de Dora parce que c'est plus parlant. L'autre exemple, Coupling Score, juste pour vous dire ce que c'est, du coup, c'était on calcule la dépendance entre les. Donc, on a mis un monolithe en Python, en Django, et on calculait la dépendance d'import en fait entre les différents domaines et à quel point ils étaient couplés et à quel point c'était dangereux et comment découpler tous ces domaines. Et donc, du coup, c'est un plugin qui nous permet d'aller voir ça et d'aider les équipes à sortir leur domaine fonctionnel du monolithe. Mais les Dora, c'est plus parlant. Donc, j'ai pris les Dora. Les Dora, comme tout le monde, on s'est dit faire des Dora, c'est chouette, ça serait cool. Et on s'est dit, le plus simple, c'est qu'on va on va monter un Grafana, on va mettre un dashboard dedans, on récupère nos données depuis GitHub et on les stocke dans BigQuery. On a demandé à la data de nous faire des queries un peu magiques pour retrouver les Dora Metrics. Et ça fonctionnait pour nos deux monolithes, donc front-end et back-end. Jusque-là, ça paraît une bonne idée. Le petit problème, c'est que ça ne marchait pas pour les services parce qu'il fallait refaire les queries à chaque fois. C'était 100% d'action manuelle. C'était beaucoup d'erreurs. On ne maîtrisait pas les queries, on ne maîtrisait pas trop la stack. Et surtout, je pense que personne n'était au courant qu'on avait un Grafana dans la boîte. Donc à la fin, c'était cool. C'était frustrant pour tout le monde, sauf la personne qui avait envie de voir ça et qui disait les données, elles ne sont pas bonnes. On disait, eh oui, les données, elles ne sont pas bonnes, effectivement. Donc du coup, on s'est dit, mais attends, on a un outil, on a un portail, on pourrait faire ça dedans directement. Et donc, on a créé un petit plugin Dorametrics, simplement qui vient fetcher les données. Donc, on pousse maintenant les Dorametrics d'une autre façon. Et en fait, le plugin a juste un back-end, un front-end comme une app classique de front qui va aller fetcher dans le côté back-end des API dans la database et dans le front-end qui va afficher des jolis graphes. Et donc, du coup, ça donne ça. Et donc, ça donne des Dorametrics qui sont possibles de les retrouver globalement, donc pour toute la boîte, pour toute une équipe, par team et par projet, ou grouper des projets, grouper des équipes. Enfin, on peut faire un peu comme on veut. Et donc, du coup, encore une fois, c'est assez pratique parce que vu que c'est bien rangé et que on sait qui fait quoi, comment et quel service appartient à quelle équipe, c'est aujourd'hui assez simple d'aller dire telle équipe, elle a un lead time ou elle a un déploiement de frequency à temps. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi un plugin custom qu'on a développé pour notre usage. Il y a des boîtes qui font des Dorametrics aussi, mais nous, c'était plus simple de le faire nous-mêmes. Et donc, du coup, la plus-value de ça, c'était que c'est assez facile parce que DevPortal, c'est connu, c'est dans le service ou c'est dans la page de l'équipe.
Ça permet aux équipes d'aller comprendre surtout qu'est-ce qui se passe mal. Ce n'est pas tant mesurer et dire il faut être à à tel pourcentage ou tel threshold. C'est vraiment plus dire il y a peut-être des choses que tu peux améliorer dans ton workflow de développement qui te permettraient de gagner en fluidité, moins de frustration et tout ça. Donc, grâce à DevPortal, du coup, on a pu faire ça et c'était assez naturel pour tout le monde de retrouver ces datas à cet endroit-là. Les challenges. Le premier, comme vous vous doutez, c'est d'avoir du buy-in dans votre projet. Et pour ça, c'est pas facile. Parce que quand on a lancé il y a quelques années, on s'est dit, nous, on savait pourquoi on voulait faire ça, mais aller dire au leadership, non, non, on va plutôt bosser sur monter un développeur portal nous-mêmes, ça va être une bonne idée et tu vas voir, ça va être assez pratique. C'était vrai, mais ça n'a pas marché du premier coup. Parce que du coup, si on n'emmène pas les équipes avec nous en leur demandant de jouer le jeu, d'aller modifier et de maintenir leur définition de service, ça donne un catalogue qui n'est pas à jour. Et donc, on a beau avoir toutes les features du monde derrière, elles sont toutes les données, elles sont fausses. Donc, du coup, il fallait les convaincre le leadership et donc du coup toutes les équipes de dire venez jouer le jeu, c'est pas très compliqué à maintenir et ça vaut le coup. Et pour ça, du coup, on a essayé d'identifier les problèmes qu'on avait, donc je vous les ai montrés tout au début, et d'avoir un peu une roadmap à court terme et long terme. Qu'est-ce qu'on voulait résoudre très rapidement, qu'est-ce qu'on voulait résoudre plus longuement. Donc par exemple, short terme, c'était vraiment l'aspect d'avoir un catalogue, d'avoir des microservices actifs très rapidement et long terme, quelque chose comme Scorecards qui nous permet d'assesser plus longuement les choses les choses dans le long terme. Faire un POC, parce que ça a un coût quand même, Backstage, c'est quand même tout un nouveau écosystème, comprendre ce que ça propose, comprendre ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire. Et la dernière chose, c'est avoir un sponsor, quelqu'un qui comprenne dans l'équipe, donc ça peut être votre VP plateforme, nous, c'était notre VP Platform à l'époque, qui nous sponsorisait en disant non, ça sert à ça, ça vaut le coup, et donc qui poussait au leadership comme quoi c'était important. Le deuxième challenge, c'est super chouette un développeur portal, et je pense que c'est vrai pour tous les développeurs portal. Mais du coup, si votre plateforme elle est mal faite, ça va juste montrer que vous avez une plateforme mal faite. Parce que connecter, je vais vous donner un exemple après, mais par exemple, rien que le nom des équipes, si votre équipe elle est bien nommée dans Datadog, GitHub, Sentry, Sonar Cloud, enfin bref, tous vos outils, c'est super chouette. Si elles n'ont pas les mêmes noms, et regrouper les informations ensemble, ça va être très compliqué. Et donc, du coup, l'exemple que je donne, c'est la partie Airback. Ça, c'était quand on a démarré, ça ressemblait à ça en fait. Donc, du coup, l'équipe qui faisait buyback, donc c'est trade-in, c'est quand vous redonnez votre téléphone à back market. Voilà, il y avait ces noms-là. Donc, il y avait des noms des fois qui étaient bien faits, des fois qui étaient avec des majuscules, des fois qui étaient avec des espaces. Enfin, c'était juste impossible à pouvoir avoir toutes ces informations-là. Et donc, du coup, comme je vous montrais, d'avoir toutes les informations sur la même page. Et donc, du coup, ça nous a demandé en fait retravailler, de retravailler les noms, de définir des structures de naming aujourd'hui qui sont utilisées partout, d'aller pousser avec des équipes comme l'IT, de dire en fait, faut qu'on ait des meilleures intégrations, il faut qu'on ait des choses un peu plus propres. Et aujourd'hui, du coup, quand on crée une équipe, tous nos outils tech derrière sont créés de la même façon, avec le même naming. Et donc, c'est super intéressant et super pratique de retrouver les infos derrière, c'est gratuit. La partie la plus intéressante et la dernière, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? La première partie, c'est que ça avance avec votre plateforme. Ça veut dire que au début, on a dit on va faire une task force pendant 6 mois, on va le mettre en place et on est bon, on est tranquille. Mais en fait, non, la plateforme, elle évolue tout le temps. On a toujours des nouvelles choses à faire. Il y a toujours des choses qui cassent. Et donc, en fait, si on n'adapte pas ce qu'on fait dans notre dev portal, du coup, on arrive avec des choses on est passé de Terraform à Crossplane, par exemple. Et il faut aller modifier les templates pour que maintenant, ça fasse du Crossplane et plus du Terraform. Donc, c'est coûteux, ça a un coût, mais c'est possible. Et on a trouvé aussi un modèle d'inner sourcing. Donc, on l'a vu un peu avec Scorecards. On l'a fait aussi avec des choses comme le plugin Sonar Cloud que manage l'équipe QA. Donc, voilà, tout n'est pas dans les mains d'une seule équipe. Mais du coup, voilà, ça, faut garder en tête que je pense, peu importe l'outil, faut le maintenir, faut le maintenir. Le deuxième, c'est, j'en parlais un peu tout à l'heure, l'aspect produit. Je pense que c'est super important d'avoir
un mindset produit, de savoir ce qu'on veut faire, d'avoir des KPI à mesurer, de comprendre les besoins des utilisateurs et d'avoir des priorités. Au début, on arrivait dans Backstage, on dit waouh, c'est génial, il y a 100 plugins, on va installer les 100 plugins. Trop bien. En vrai, c'est possible, vous pouvez le faire, c'est bien. Mais les gens, ils disaient, mais en fait, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien, ça, c'est du bruit, ça marche pas, ça, c'est cassé. Ça va avec le point du numéro 1. Si vous avez 100 plugins, il faut maintenir 100 plugins. C'est un petit peu chaud. Et donc voilà, donc vraiment voir la plus-value. Nous, ça a été, c'est ce que j'ai expliqué avant, ça a été le catalogue, c'est Scorecards maintenant aujourd'hui. Demain, ça sera les coûts, par exemple. Vu que tout est bien rangé, bah, en fait, on est capable d'avoir les coûts par service. Donc, on va pouvoir donner aux utilisateurs, toujours dans la même plateforme, toujours au même endroit, pas de nouvelle URL, de bah, voilà, combien tes services coûtent, combien tes bases de données consomment, des conseils, des choses comme ça. Donc, c'est brique par brique, mais ça commence à donner un écosystème assez complet et surtout sans révolutionner à chaque fois l'outil. La troisième, l'adoption, je crois que c'est la chose qui revient généralement quand on parle de Backstage. C'est long. C'est long d'avoir de l'adoption et de se dire, allez, viens voir ma plateforme, elle est cool, tu vas voir, il y a plein de choses. Je vous disais tout à l'heure, on a eu pas mal de feedback des développeurs en disant, mais en fait, tu me montres des trucs GitHub, mais moi, je vais dans GitHub déjà, donc en fait, ça ne m'intéresse pas. Et donc, bah, en fait, faut trouver une vraie plus-value. Qu'est-ce qu'on veut vraiment donner aux gens? Pas se décourager. Et donc, du coup, bah, les plus-values, nous, ça va être scorecards, ça va être les coûts, ça va être les Dora Metrics, des choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et selon les populations, ce n'est pas les mêmes choses. Des développeurs, ils ne vont pas chercher les mêmes choses que des managers ou des head-off ou peu importe. Donc voilà. Et continuer d'en parler, toujours d'en parler, toujours d'en parler. Et que DevPortal, aujourd'hui, c'est un vrai mot chez Back Market, bien plus connu que Backstage, par exemple. Avant-dernier point, la stabilité. Pendant longtemps, du coup, bah, on avait beaucoup de plugins, c'était cool, mais on avait beaucoup de choses cassées. Et bah, je pense que comme vous tous, quand vous allez sur un site internet, quand ça ne marche pas une première fois, bah, on perd la confiance et on n'y retourne pas forcément et on se dit, bon, bah, c'était pas chouette. Donc, faire moins, mais faire mieux, se focus sur la qualité et surtout tester, tester, tester. Donc, on a écrit beaucoup de tests pour s'assurer que ça fonctionne. Et le dernier, je pense que c'est tout l'aspect de ce soir. Est-ce que je dois le faire avec Backstage? Est-ce que je dois prendre un SaaS? Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Nous, à l'époque où on l'a fait, et pour les raisons dont on l'a fait, c'était intéressant d'utiliser Backstage. On est parti d'un gros truc à quelque chose qu'on maîtrise maintenant aujourd'hui, parce qu'on connaît nos besoins, parce qu'on sait ce qu'on veut faire avec, parce qu'on connaît nos priorités, qu'est-ce qu'on veut demander aux équipes, qu'est-ce qu'on veut comme requirement, qu'est-ce qu'on veut imposer en tant que plateforme aux équipes, qu'est-ce qu'on voit vraiment ce double sens de qu'est-ce que vous voulez, donc plutôt dans la partie scaffolder et template, qu'est-ce que nous on veut vous demander pour que demain en fait ça soit un no-go et que je parlais du Black Friday, mais avant c'était un projet où on mettait 3 mois à aligner tous les services pour être sûr qu'on tienne la charge. Avec Scorecards aujourd'hui c'était encore un peu long, mais demain en fait si elles maintiennent ce niveau d'expertise et de ce niveau d'exigence toute l'année, ça sera un projet de 2 jours. Donc il y a une vraie plus-value au niveau de la boîte, au niveau des coûts surtout. Et donc voilà, et comparer les coûts. Un SaaS, c'est bien. Je pense qu'il y a quand même un peu d'intégration des choses à faire. Est-ce qu'on met des coûts dans la partie in-house et dans la partie ingénierie et dans les ingénieurs, ou est-ce qu'on met dans la partie SaaS? Ça, je pense que c'est à chacun de se poser la question, et je pense que c'est la deuxième partie. Donc voilà, pour le retour d'expérience chez Back Market de Backstage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation déjà. Et je me permets de te tutoyer si c'est bon pour toi. Du coup, c'est quoi la proportion de TypeScript que vous allez développer pour avoir un truc qui fonctionne et qui soit utilisable? Pas tant que ça, honnêtement. Vraiment, on a développé, ça va être des actions de scaffolder, donc vraiment de création de choses. Donc, c'est des petits bouts, c'est des petits blocs. La partie Dorametrics, c'est des plugins qu'on a, donc on en a 2 gros. Pour les coups, on a développé le plugin GCP. On est sur GCP, donc du coup, le plugin BigQuery pour récupérer les datas. Il y a beaucoup de choses qui existent. Honnêtement, si vous avez
vous avez la chance d'avoir une boîte qui est pas mal, qui a pas mal d'outils en SaaS. Ça se fait super rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses par défaut. Après, ça dépend des besoins de chacun, mais pas autant que ça. Mais juste maintenir l'outil, le bumper les dépendances, enfin, comme tout projet front, Ok, merci. pas la plus simple. Merci pour la présentation. J'avais une question. Tu as beaucoup axé ta présentation par rapport à des pages de service, donc des vues par service. Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous avez développées ou qui existent, qui sont des agrégations, soit par groupe de services, Ouais. par équipe, etc. Alors, si ça marche, je vais vous montrer la version live. Alors, évidemment. Et avec un long mot de passe, et évidemment, à cette heure-là, je ne travaille pas. Donc, attendez, bougez pas. Au moins, vous pouvez voir que c'est sécurisé, c'est bien. Voilà. Donc oui, du coup, on a donc c'est Backstage qui pousse cette vue-là. On a tout ce qui va être domaine et système. Donc dans un système, par exemple, je vais avoir des différents microservices. Je peux vous en montrer un. On va avoir différents microservices et on va avoir, je parlais de search, je vais reprendre search. On va avoir les composants, on peut avoir les composants de database, on peut avoir les composants d'API. Donc voilà, donc ça, mon système, c'est search. On voit qu'il appartient à l'équipe Search and Recommendation. Il y a une base de données qui s'appelle Search Publishing. Il y a un microservice qui s'appelle Search. Et donc voilà, donc on peut avoir un groupement plus ou moins haut de tout ce que ça comporte. C'est peut-être pas le meilleur exemple, je suis désolé, mais voilà, on peut avoir une overview un peu en montant. Et si tu veux vraiment, tu peux, si je prends une équipe, par exemple, je prends Search. Ça c'est le domaine, pardon. Non. Hop, voilà. Et là, du coup, sur la page d'équipe, je vais avoir tout ce que possède cette équipe. Donc, elle a 3 Open API, deux applications back-end, un data contract, donc qui nous permet de voir où est-ce qu'on a des PII ou pas, et un repo de configuration qui est son déploiement. On peut avoir les équipes et on peut avoir ses projets Jira, les parents et tout. Donc, et pareil, retrouver les scorecards, les Dora Metrics. Et si on parle de relations, voilà. Parce que l'équipe Search travaille avec tous ces projets ou équipes autour. Je vous le fais en très vite, je pense que je peux rester 2h30 sur l'implémentation. Bonjour, merci pour la presse. Moi, je voulais juste savoir par rapport au nom Backstage, est-ce que c'est quelqu'un de chez Back Market qui l'a développé ou Non, on aimerait bien. C'est un produit que Spotify utilise, qu'ils ont rendu open source en 2021, je pense, à peu près par là. Ils l'utilisent depuis pas mal d'années. Donc, Spotify, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5000 développeurs, c'était à un moment. Et parce que pour les mêmes raisons, en fait, ils avaient des problèmes de scalabilité et que on ne peut pas avoir une équipe plateforme pour 5000 personnes. Enfin, on peut, mais il ne faut pas qu'ils nous demandent des choses toutes les minutes. Donc, du coup, ils sont partis du principe d'avoir un portail de développeurs pour résoudre ces problèmes-là. Et Backstage, du coup, parce que c'est le c'est backstage pas de une la musique. personne Back Market? Non, Ok, non, merci. désolé. On aimerait bien, hein, mais non. On va faire dans l'ordre. Oui, merci pour la présentation. Je voudrais savoir comment tu suis l'adoption de Backstage et notamment les repos où il n'y a pas le catalogue info à la racine. C'est moi. C'est nous, du coup. On essaye d'avoir cette mentalité d'aller offrir la première itération par nous-mêmes. En gros, dire, on a fait du coup ce qu'on fait avec du fleet management. On a été remplir par nous-mêmes le fichier. Donc, je peux vous montrer en fait un fichier. Ça ressemble à. Je vais prendre le premier qui arrive, mais hop, ça ressemble vraiment à. Ah bah oui, du coup, on va se connecter. Du coup, tu as rempli 600 fichiers. J'ai rempli 600 fichiers avec une moulinette parce que j'arrivais à définir les informations. Donc ça, c'est à la racine du repo, ça s'appelle le catalogue info.
Et après, maintenant, c'est aux équipes d'aller définir et de maintenir cette définition-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le jeu, c'est un peu comme un cercle vertueux. Ça veut dire que c'est les équipes autour qui vont dire hey, mais ton service, il n'est pas à jour, en fait. Et donc, du coup, moi, je ne peux pas me baser dessus. Et donc, ça va être ça un peu le jeu du chat et la souris de soit l'équipe est en charge et il fait attention, et si l'équipe ne fait pas forcément attention, on a différents moyens. Donc, on a Scorecards qui va être rouge. Si par exemple ton service il est marqué en expérimental et que tu es sur les clusters de prod, bah, tu vas être en rouge. Aujourd'hui, on ne bloque pas. Peut-être que demain, le niveau 1, bah, on va empêcher le déploiement et il faudra que tu fixes ton service pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Et pareil pour Scorecards, le premier niveau, c'était un niveau qui devait être vert par défaut pour pas décourager les équipes en fait à venir jouer avec nous dans Backstage. Bonsoir, merci encore aussi pour la présentation. Moi, j'aimerais bien votre retour pour les réfractaires, donc sur la côté adoption. Donc, par exemple, si c'était à refaire, quels sont les éléments qui ont été finalement les plus attractifs qui ont marché, fonctionné, et quelles sont aussi les choses qui ont ramené une réfractation difficile. Par exemple, moi, moi, je connais mon dashboard, moi, je connais ma... Et petit bonus, c'est ce qu'il y a une CLI, par exemple, pour les gens que moi, je fais que du CLI, je veux pas de la URL. Merci. C'est très marrant la partie CLI parce que mon équipe me pousse. Alors non, il n'y en a pas. Enfin, il y a une CLI pour manager Backstage, mais il n'y a pas une CLI. Donc c'est full API, donc techniquement c'est possible, mais il n'y a pas de CLI. Ou peut-être quelqu'un l'a fait, mais je ne suis pas au courant. Les réfractaires, bah, c'est vraiment ça. Et les premiers réfractaires, c'est mon équipe. Vraiment bah, en fait, pourquoi on fait ça alors que bah, en fait, il n'y a rien de nouveau, on n'invente aucun nouvel outil, quoi. On les a déjà tous. Et encore une fois, bah, c'est d'aller trouver des use cases qui n'existent pas ailleurs. Donc, bah, les scorecards, les Dora Metrics, des plus-values comme ça, d'aller trouver des choses mais après à différents niveaux. Donc il y a évidemment l'aspect leadership. Je pense qu'on peut faire du top-down aussi si on a envie. Ça va être moins apprécié des équipes, mais c'est aussi possible. Mais ça va être bah, des gens qui vont vouloir avoir tous les services tiers 2 parce que c'est important pour le Black Friday. Donc il faut bien qu'ils aient l'information quelque part. Ça va être de base, je pense que c'est facile d'être réfractaire, mais en fait, l'aspect vraiment qui nous a poussé à lancer ça, c'est qu'on grossissait trop vite et en fait, c'était juste impossible à maintenir. On a une rétention d'1 an dans Slack, donc bah, déjà une info qui était là il y a 1 an, elle n'y est plus. Donc bah, à un moment, il faut bien la faire quelque part. Donc on a décidé de pousser dedans. Mais clairement, la plus-value, c'est tous les trucs qui n'existent pas ailleurs. Dernière question du coup. Bonsoir. Moi, je vais parler un peu on va dire, du legacy. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur des choses très cubes, très modernes, excusez-moi. Mais comment ça se passe si on se projette avec un backstage sur, je sais pas moi, un bon vieux client qui est bancaire, par exemple, qui se paye des batchs, des programmes batch, des applis web, des apps, tout un tas de choses. Est-ce que tu penses que Backstage, ça peut se projeter là-dedans? Oui, alors il y a peut-être moins de plugins disponibles. En vrai, il y a peut-être du custom à faire un peu plus. Je pense que oui, ça dépend. C'est une vraiment bonne question. Ça dépend encore ça dépend ce que tu cherches avec. Enfin, par exemple, tous les labels qu'on a vus, production, back-end app, des choses comme ça, c'est complètement configurable. Donc, je sais que, par exemple, je pourrais très bien dire, pardon pour ceux qui font du Java, bah, faire du Java, c'est peut-être plus super aussi. Enfin, c'est peut-être avec Cube, c'est un peu plus compliqué. C'est maintenant moins, mais à un moment, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, ça marche moins bien. Et en fait, bah, si tu peux créer tes templates, tu peux créer tes templates pour créer des projets qui fassent du bash. Tu peux vraiment tout faire. Je pense qu'il y a moins d'intégration. C'est vraiment, et si on ne fait pas du SaaS, je sais que j'ai des copains chez Le Bon Coin, ils font du Gerrit, très cool, mais du coup, bah, c'est moins connu que GitHub. Mais du coup, ça existe quand même, ils ont contribué. Donc, c'est pas peut-être des fois, c'est pas le même niveau, mais je pense que oui, tu peux. Après, répondre précisément, mais normalement, oui, ça doit quand même fonctionner. Ouais, c'est exactement ça. Merci Guillaume. Merci. On va appeler Sébastien. Non, on va enchaîner. Ouais.